Bonjour à tous en direct de RHT Radio Haute Tension et puis en direct aussi de Canal 10 dans le ZCL. Je vous salue tous qui êtes avec nous jusqu'à 14h. Aujourd'hui, on ne parlera pas politique, enfin théoriquement, mais enfin tout est politique, même quand on ne dit pas que c'est politique, mais enfin l'hypocrisie veut qu'on fasse semblant de ne pas parler politique la veille d'une élection, donc on ne dira rien réellement sur la politique, en sachant très bien que tout est politique. Bref, alors on va recevoir Alain Nagam, il n'est pas politique, il est président de la FTP de Guadeloupe, il a été aux élections de l'CCI il y a quelque temps. Avec lui, on parle un petit peu des propositions qu'il faudrait faire pour développer le pays du point de vue industriel, du point de vue économique, parce que visiblement, depuis quelque temps, on a l'impression que rien n'avance. On parlera encore économie, mais cette fois-ci avec le secrétaire général des MPI, qui est notre invité, qui sera notre invité. On le verra tout à l'heure dans le journal. Il s'agit de Christophe Wachter. Il est avec une délégation dominicaine, Invest Dominica. Les Dominicains essaient effectivement d'inciter les Guadeloupéens, les entreprises guadeloupéennes à investir chez eux et ils sont effectivement sur le terrain. Et puis comme d'habitude, nous aurons, comme chaque vendredi désormais, la revue de presse, pas trop politique, mais enfin on va passer entre les lignes, entre les gouttes comme on dit. Et la dernière rubrique, la dernière chronique aujourd'hui, ce sera Iman qui revient pour nous faire danser. Voilà un petit peu le sommaire des invités et du contenu du ZCL, mais on n'a pas parlé d'information et c'est Mendy, bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 juin et voyons donc les titres de ce jour. Et nous débuterons avec la visite de Roland Laouchez, directeur de KMT Guadeloupe et président de la Fédération des télévisions locales des Outre-mer. Il est donc sur Paris avec Lisa Rodriguez, directrice de Canal 10. Ils sont donc actuellement en train de voir comment ils pourraient défendre donc les télévisions locales. Et nous le verrons également, comme l'a dit Danick, investir à la Dominique. Voilà, une délégation est donc en Guadeloupe pour rencontrer donc les MPI. C'était ce matin à la Palette, donc en résumé, les messages forts qu'ils souhaitent faire passer à travers cette rencontre. Nous verrons donc tout à l'heure. Et enfin, le coup d'envoi donc pour la Pool Art Fair, ce salon international d'artistes qui a été créé en 2014 à New York et sa 8e édition donc en Guadeloupe. Le vernissage avait donc lieu hier soir. On verra les images. Tout à fait. Merci Mendy Woods. Du point de vue des airs, il faut le dire. C'est pas une perruque. C'est pas une perruque. Bon, alors c'est pas une perruque. C'est bon de le savoir. Alain Nagam est avec nous. Je vous l'ai dit, il a été candidat aux élections de la CCIG. D'ailleurs, on a donné les résultats définitifs après toute la polémique qui s'en est suivie. Il n'est pas venu aujourd'hui parler de la CCIG, mais parler un petit peu d'économie de la Guadeloupe, de développement économique. Alain Nagam, bonjour et merci d'être avec nous. Alors, vous faites des propositions en tant qu'opérateur, on peut le dire, économique, puisque vous êtes président de la FTP. Est-ce que ça veut dire que le pays est en train de s'enfoncer économiquement? Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Le pays est en train de s'enfoncer, bien sûr, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui que nous avons plutôt de chômeurs et que, rien n'avance. On est dans un secteur où on ne développe que la consommation. Et ça, or que nous sommes dans un pays qui a un potentiel économique énorme. On a une biodiversité qui est riche, que ce soit marine, végétale et animale. Donc, mais entre-temps, personne ne propose quoi que ce soit, alors qu'on constate qu'on a de plus en plus de supermarchés, de plus en plus de commerces, de plus en plus de choses qui se font chez nous, mais fait par les autres. Or, le potentiel économique que nous avons chez nous, personne ne nous le propose. Par contre, on fait de notre territoire un laboratoire, comme si nous étions des bêtes de laboratoire. Le président Juncker qui parle des RUP de la Guadeloupe en disant que oui, que notre réputation de laboratoire n'est plus à faire. Le CESE, Conseil économique et social environnemental national, qui fait un rapport disant que certaines choses ne sont pas viables chez nous, qu'on ne peut faire que de la géothermie, du photovoltaïque et autres. Or, nous représentons presque Guadeloupe seulement, c'est 80 000 km² en mer, donc c'est pour dire qu'on a une zone économique exclusive très large où on peut tout faire. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas que certains experts du gouvernement cachent que nous pouvons développer ici l'éolien marin offshore
pour produire effectivement et proposer effectivement à la France même d'exploiter nos produits et pour qu'on puisse effectivement sortir du schéma RSA, c'est-à-dire assister à celui de producteur. Mais alors, Alain Nagam, j'ai dit qu'on ne va pas parler de politique, vous voyez, tout est politique. Nous sommes dans une période électorale, tout le monde fait des programmes, etc. Mais est-ce que vous avez le sentiment que nos élus, d'une manière générale, je ne parle même pas de ceux qui vont aux législatives demain, ni d'autres, mais d'une manière générale, pensent développement économique réellement? C'est vrai qu'il y a un retard de ce côté-là, et qui est en train, effectivement, parce qu'il faut dire les choses comme ils sont. Nous sommes en train de développer particulièrement le schéma que nous proposons de complexe industriel offshore à Port-Louis, parce qu'il faut le dire, parce que c'est ça avance ce dossier. Pour l'instant, le dossier avance parce que nous sommes en train de le préparer et de le proposer. Nous écrirons, la lettre arrivera certainement lundi sur les bureaux du président Macron et de son Premier ministre déjà. Donc c'est pour dire que nous sommes au fait de notre potentiel. Oui. Alors, nous proposons un projet sur ce dossier offshore, parce qu'il y a des gens qui entendent ça, offshore. Oui, alors ce que nous proposons, effectivement, développer l'éolien offshore, c'est-à-dire aussi l'éolien, d'abord l'éolien flottant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de décorer, effectivement, les côtes de la Guadeloupe avec des bras métalliques, etc. Oui. Parce que tout se passe en mer et le but effectivement c'est de proposer une innovation qui ira, c'est-à-dire l'innovation, c'est-à-dire c'est de la transformation de l'électricité et avec un système qu'on appelle le power gas, chose qu'ils peuvent aller regarder sur Google, ils tapent power gas, ils verront à peu près, ils découvriront ce que c'est et l'apport que ça peut proposer surtout pour le développement de l'hydrogène et particulièrement les nouvelles voitures par exemple que le monde construira, ce qui voudrait dire que nous pouvons ici avoir une base pour pouvoir produire un certain nombre de matières premières pour justement ces nouvelles voitures, pour Ariane, pour Cap Canaveral, etc. Donc voilà ce que le schéma, c'est-à-dire que nous chavirons la chose, que nous sortons du système effectivement d'assistanat pour entrer dans un système de production et de proposition économique à la France et au monde entier. Quels sont les freins justement à ce développement? Les freins, c'est particulièrement ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que des experts qui restent dans leur bureau parisien et qui décident en fonction du lobby qu'ils défendent, c'est-à-dire ils disent que telle chose est possible ou non. Donc c'est pour ça que dans le courrier que j'ai fait à mes compatriotes guadeloupéens, je dis que nous sommes laxistes, nous sommes beaucoup plus. Nous n'utilisons pas la mondialisation, nous prenons ça comme une fatalité. Or, c'est nous les champions, c'est nous qui devrions justement proposer au monde aujourd'hui ce que nous avons. Et c'est pour ça que quand je prends le cas, quand on va dans la cosmétologie ou dans les plantes médicinales ou autres, c'est nous qui avons les éléments chez nous pour produire. Or, on dirait que nous avons peur de développer la transition numérique pour, par le e-commerce, vendre ce que nous avons de mieux que le monde recherche. Donc, deux sujets aujourd'hui. C'est la transition numérique et la transition énergétique particulièrement riche. Et il y a une chose aussi, c'est que notre biodiversité aujourd'hui, particulièrement animale, aujourd'hui, nous consommons 100% de lait importé chez nous. Il faut que ça s'arrête. Or, nous avions l'habitude, et je peux le dire fort parce que nous avions une production de vaches créoles que même les Brésiliens nous envient. Alors, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on ne serait pas redevenu, on ne va pas relancer les différentes filières de production, la filière intellectuelle aussi, parce que je constate qu'on ne réfléchit plus, on ne propose plus, nous sommes attentifs et qu'aujourd'hui, les choses se passent chez nous. Tous les grands groupes français sont présents en Guadeloupe et ils sont leur bureau ici en quête de faire ce que nous proposons. Mais la technique qu'ils ont de proposer à nos maires et à nos élus, de dire qu'ils vont peut-être réparer les écoles, qu'ils vont construire des stades comme ils font en Antigua-Dominique aussi. Hein? Oui. C'est-à-dire que je viens chez vous développer mon projet, je vous construis une petite école maternelle, j'arrange le stade, et on fait 1 ou 2 logements sociaux pour pouvoir permettre aux gens d'habiter. Et ne regardez pas le projet que nous faisons. Mais le projet que nous faisons, ce sont des milliards d'euros qui, effectivement, devraient pouvoir enrichir notre collectivité régionale et réduire l'impôt des Guadeloupéens. Alors, vous savez qu'il y avait un projet d'agence régionale de biodiversité qui est resté dans les cartons pour l'instant. Mais d'autant plus parce que ça avait été mis en place par Ségolène Royal et Victorin Lurel à l'époque, président du conseil régional, et que Ferdi Luizy, maire de Goyave, président du parc national, présidait. C'est lettre morte. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de participer à ce dossier-là.
Malheureusement, je n'ai pas de retour du secrétaire national du parc sur le dossier. Et qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Moi, je n'ai rien contre... on a une mangrove qui est riche, effectivement. On peut développer ce qu'on appelle l'écocide marin, c'est-à-dire former nos jeunes au nettoyage du littoral. Et effectivement, nous proposons dans ça une école supérieure des métiers de la mer. Il faut que ça soit chez nous. C'est des cours qui sont diffusés uniquement en anglais. Mais ce qui est sûr, c'est que plutôt que de dépenser plus de 4 millions d'euros pour faire venir des lamantins dressés, que je dirais, parce qu'on peut les nourrir avec une carotte, on l'a bien vu avec Ségolène Royal, on a mieux à faire justement sur cette biodiversité que nous avons. Nous avons à proposer au monde entier notre richesse, c'est-à-dire pas qu'ils viennent en laboratoire, mais en développement, leur vendre ce que nous savons faire. Or aussi, j'ai découvert aussi qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont ingénieurs et qui ont travaillé sur des plateformes à l'extérieur, notamment au Portugal et en Afrique du Sud. Ça veut dire que la compétition... Et à Dubaï aussi. Hein. Et à Dubaï aussi. Non, de toute façon, ce que nous développons aujourd'hui, et c'est vrai que le projet que nous portons, c'est un projet de niveau mondial. C'est vrai que la compétence d'une entreprise, elle n'est pas guadeloupéenne, mais c'est un projet guadeloupéen. Parce qu'il est essentiel que le cahier des charges mentionne que c'est un projet guadeloupéen, il doit être fait avec les entreprises guadeloupéennes. Il est hors de question qu'on vienne. Bien sûr, bon, si on sait qu'on connaît les entreprises qui sont en capacité de faire de tels projets offshore, c'est Total et compagnie. Mais il est aujourd'hui, nous, Guadeloupéens, nous leur disons que voilà ce que nous proposons, parce que c'est vrai que la région Guadeloupe a un projet de développement économique dans la transition énergétique, éolien offshore, de qualité et de niveau mondial. Alors, en ce qui concerne, il y a un autre aspect, quand on veut développer un pays, faire des projets, il faut de l'argent. Est-ce que les capitalistes guadeloupéens aujourd'hui sont prêts à se mettre ensemble, mutualiser pour faire avancer des projets dans ce sens-là, transition énergétique, biodiversité, etc. Parce que on prend des choses simples. Hein. On parlait de l'agence régionale de biodiversité. Si elle est installée réellement en Guadeloupe, ça signifie que les Guadeloupéens pourront profiter directement des richesses de la biodiversité. Mais il faut aussi des capitaux. Absolument. Mais pour avoir des capitaux, il faut savoir intéresser les investisseurs. Si vous n'avez pas de projet, les investisseurs ne s'intéressent pas à vous. Il ne s'agit pas de faire du blabla. C'est pour ça que je dis maintenant, nous devons passer à l'action. Nous savons ce que nous avons. Maintenant, nous devons... Donc, les investisseurs qui sont chez nous, il y en a. Plutôt que de nous proposer effectivement des secteurs faciles de développer la consommation. Et je le dis souvent, la consommation ne développe pas l'emploi. C'est l'entreprise qui le fait, mais pour avoir de la croissance, il faut la production. C'est production, développement, croissance, emploi. Donc c'est ce secteur-là dans lequel il faut qu'on évolue. Et c'est vrai que j'invite aussi un certain nombre de nos compatriotes, plutôt que de rester à se chamailler pour être devant l'un de l'autre, qu'au niveau syndical, on soit plus fort que celui-là, qu'au niveau entreprise, on soit plus fort que celui-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a une bataille aujourd'hui de grands groupes qui sont en dehors de chez nous. Leur territoire étant trop petit pour eux, sont en train de coloniser le nôtre. Et nous proposent quoi? D'acheter des produits venant de nous ne savons où, et nous nous proposons maintenant, on peut acheter des entrecôtes, des côtes de veau, etc. en surgelé. Or, nous devrions avoir... que personne ne mange à l'extérieur. Voilà. Il faut sortir de cet état d'esprit économique. Arrêtons l'économie de comptoir. Passons à l'économie de production. C'est ce qu'on veut dire. Il y a 2 jours, votre président de CCI disait que désormais, il était prêt à travailler avec tout le monde. Je parle de M. Nagapin. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Est-ce qu'un projet de ce type-là, parce que vous avez fait un projet, mais vous savez qu'il y a moins d'une année, le MEDEF aussi avait sorti une plateforme, un projet avec beaucoup de projets. Alors, est-ce que les projets restent que des projets? Comment vous allez conduire ça concrètement pour que ça aboutisse? Parce que, on l'a publié aujourd'hui dans CCN, les gens vont le lire, vous avez envoyé un certain nombre de personnes, mais concrètement maintenant, vous prenez votre bâton de pèlerin, qu'est-ce que vous avez fait? Mais bon, c'est vrai que le président Nagapin ne s'est pas contenté de dire, il m'a personnellement appelé pour me dire que j'ai envie de travailler et particulièrement défendre la TPE.
Je lui ai dit pour ça, moi je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas en campagne électorale pour dans 5 ans. Ce qui me préoccupe particulièrement, c'est la situation économique du territoire de la Guadeloupe. Donc s'il est prêt effectivement à travailler, je lui ai déjà soumis ce projet. Pourquoi? Parce que on a besoin de la CCI parce que c'est une industrie. Là, on parle d'industrie et que aujourd'hui, dans la nomenclature française, certaines choses n'existent pas. Et on a besoin de le faire reconnaître et pour l'inscrire. Parce que ce que la France oublie, c'est que nous sommes en zone tropicale, équatoriale avec la Guyane. Donc c'est ces valeurs-là que nous devons faire reconnaître et l'inscrire dans la nomenclature française. Voilà. Donc on a dit créer un code APE. Donc ça aussi, on a besoin de la CCI pour ça. Je le lui ai dit. Donc il est prêt effectivement à s'ouvrir. Vous répondez à son appel. Mais non, tout à fait. Parce que je dis une chose. Les grandes entreprises n'ont pas besoin de la CCI. La TPE, oui. Oui. La TPE, oui. Donc, je lui ai dit, moi, je ne suis pas là. Dans 5 ans, on verra. Mais pour l'instant, il s'agit de travailler. Il s'agit de travailler valablement. Ce projet-là, je lui ai dit que, c'est vrai qu'on ne le montre pas à tout le monde, on en parle. Il y a une note stratégique sur ce projet-là. Il y a la faisabilité. Les pré-études sont faites. Aujourd'hui, il s'agit de le proposer aux partenaires. Le premier partenaire, bien sûr, c'est le conseil régional parce que... Vous irez voir M. Chalus avec ce projet? C'est déjà fait. C'est pas Alan Nagam ni Omer Bégarin qui est le technicien, effectivement, dans ce domaine-là, c'est-à-dire dans tout ce qui est, aux traditions de la FTPE, Omer Bégarin est le conseiller direct du président Alan Nagam sur la transition énergétique, la transition numérique, parce qu'il a effectivement travaillé beaucoup dessus. Donc, cela... Nous l'avons proposé à la région Guadeloupe parce que c'est la région Guadeloupe qui doit porter un projet. Dire au monde entier que la région Guadeloupe a un projet éolien offshore, dans un complexe industriel et basé dans une zone. Et c'est vrai que on a eu un peu peur. On a en Guadeloupe le seul lieu en France où on peut construire un port en eau profonde sans dragage. Il se trouve en Guadeloupe et à Port-Louis. Donc, 60 à 100 mètres de fond. Donc, on est à l'aise pour pouvoir en parler, pour pouvoir construire. Et qu'est-ce qui peut se passer si on arrive à construire un port en eau profonde à Port-Louis? C'est qu'à côté d'un tel projet, qu'est-ce que ça va dégager? C'est des gens qui viendront chez nous, c'est des commerces qui vont se développer, c'est ces villages, des gens y vont habiter, et on sera visité. Et qu'est-ce qui va se passer aussi si on a un port? Les bateaux de croisière, les yachts qui croisent dans nos eaux pourront venir s'approvisionner dans le Made in France, c'est-à-dire champagne, divin, rhum vieux, liqueur, mais tomates, laitiers, patates, ziam, madère aussi, puisque aujourd'hui, il s'agit pour nous, dans la transition énergétique, de développer particulièrement l'agrotransformation. Pourquoi? Parce que nous avons une richesse que nous pouvons devoir vendre, mais ce qui manque, c'est le packaging. Nous avons pléthore de gens ici qui arrivent à transformer, mais malheureusement, il y a une chose qui est essentielle, c'est le packaging. Et quand nous arrivons à faire ça, effectivement, nous avons, dans le terroir des Îles-de-France que nous avons mis en place, on va pouvoir commercialiser nos produits. Et c'est pour ça qu'on a un vrai projet, la place du marché du territoire, ce qui nous permet effectivement d'avoir un lieu d'accueil. Oui. Parce que plutôt que de voir les mangues se gaspiller au bord des routes, ils peuvent effectivement, en disant aux Guadeloupéens, si vous ramassez des mangues, vous avez un lieu pour le vendre. Oui. À partir de ce lieu-là, on peut industrialiser et agro-transformer, faire du jus, faire de la cosmétique, etc. Parce que les mangues, on peut tout faire, il paraît que c'est même un médicament. À ce moment-là, on va pouvoir. Il ne s'agit pas de faire ici un seul laboratoire. C'est vrai qu'on a Phytobocase, c'est quelque chose de magnifique et de merveilleux, mais Phytobocase ne suffit pas. Oui, il faut que nous ayons pléthore de laboratoires ici. Sinon, si on ne le fait pas, on va être dépassé par les autres. Il faut que nous ayons pléthore de laboratoires chez nous pour commercialiser et produire notre développement. Il faut faire des peu de choses. Alors, l'autre aspect sur lequel je voulais vous interroger, vous savez qu'on va en parler tout à l'heure, il y a une délégation de Dominicains qui sont ici, ça s'appelle Invest Dominica. Ils viennent réellement dans notre pays voir comment tirer profit de ce qui existe. Mais est-ce que les chefs d'entreprise de la Guadeloupe font l'inverse, se déplacent à la conquête de marché, au moins dans notre région?
Mais non, pourquoi? Parce que les Dominicains viennent ici, ils ont un gouvernement et ils viennent chez nous. Parce qu'ils savent, et tout le monde sait qu'on a un savoir-faire qu'on peut exploiter, surtout dans la formation. Haïti aussi a besoin de ça. Mais ce qui se passe, c'est que nous... Sainte-Lucie aussi est venu. Nous n'avons pas cette pratique-là. On compte sur Business France. Mais Business France, chaque fois que Business France se déplace, il se déplace avec 80% d'entreprises françaises bien sûr. Et peut-être 5-6%, c'est-à-dire qu'ils nous laissent la différence. Oui. Et en sachant que le temps de s'organiser pour y aller, nous n'avons pas cette organisation. Nous n'avons pas encore organisé la coopération. Moi, je dis une chose. Quand on veut faire de la coopération, c'est vrai qu'il faut dire aux entreprises guadeloupéennes, on ne fait pas de la coopération à cocagne. Si vous avez besoin d'investir chez les autres, il faut pouvoir effectivement dire que vous, si la région vous aide, ou Business France, que vous puissiez aussi prendre en charge votre billet d'avion et votre séjour. Donc, avec l'aide bien sûr de la région. Donc, il faut que nous puissions organiser ces déplacements-là. Nous, FTPE, nous avons un partenaire haïtien qui s'appelle le CHRAD. C'est le Centre haïtien d'aménagement, de développement et de la recherche d'Haïti. Oui. Ils sont déjà venus chez nous, nous sommes déjà allés chez eux, on sait ce qu'ils veulent développer, parce qu'ils ont ce qu'on appelle dans la plaine de Baconois, c'est-à-dire là où justement le cyclone a écrasé dernièrement ou dans le sud, ils ont besoin de développer plus de 5000 hectares en biodiversité animale, et on devait commencer par l'avicole. Malheureusement, il y a eu des problèmes avec le cyclone, des problèmes avec les élections, Haïti tranquillement se fait. Mais comme je dis, si nous voulons effectivement faire de la coopération, le premier, c'est Haïti. On se ressemble, on a la même culture, on a la même constitution. Donc, si on veut commencer la coopération, c'est Haïti d'abord. Dominique, notre voisin qui parle créole, oui. Et Sainte-Lucie aussi. Et Sainte-Lucie. On a une technicité, on peut faire beaucoup de choses, mais justement, à condition que nous sommes prêts à la mutualisation. Je ne souhaite pas que des entreprises, certaines entreprises de chez nous, puissent croire qu'ils iront compléter leur production et pour aller la commercialiser à l'Europe parce qu'ils ont un Eurodome, etc. Je l'entends bien, je le dis exprès pour que d'autres l'entendent. Il ne s'agit pas effectivement de pouvoir être la prolongation de ce que nous faisons. Nous devons aussi développer notre territoire et dire franchement ce que nous voulons faire. Donc arrêtons effectivement d'être les relais des autres, mais soyons nous-mêmes pour pouvoir lancer la filière de production de chez nous. Dernière question, Alain Nagam. Probablement, il y a des chefs de TPE, d'entreprises qui vous regardent, qui vous écoutent, qui entendront ce que vous dites. Quel est le message essentiel que vous allez leur délivrer aujourd'hui, avant de quitter cette antenne? Qu'est-ce que vous leur dites aux chefs d'entreprise guadeloupéens? Mais il y en a aussi qui sont en France. On nous voit en France en ce moment, on nous voit en Martinique ou en Guyane. Vous leur dites quoi? Ce que j'ai à dire aux TPE, d'abord, particulièrement, c'est que nous avons une grande chance de développement à condition que nous réorientons notre investissement et que nous arrêtons de créer des entreprises individuelles. Nous devons aujourd'hui passer à l'actionnariat, bénéficier du capital risque pour pouvoir améliorer nos investissements. Et il faudrait que nous arrêtons de demander, c'est pour ça qu'on a fait des matinées de financement de l'Europe, il faudrait que nous arrêtons de demander des 5 000 euros, des 20 000 euros au FSE, au FIDER, etc. Un projet européen avec des fonds européens doit être minimum à partir de 100 000 euros. Mais pour ça, il faut que nous puissions effectivement nous parler nous-mêmes et que nous puissions 4, 5, 6 créer une société suffisamment compétente, suffisamment en capital pour pouvoir, avec les fonds qui existent, parce que la région, on a le fonds de développement régional qui existe, qui peut aussi accompagner, mais nous devons effectivement avoir des projets de qualité. Et c'est pour ça que nous avons mis à leur disposition ce qu'on appelle l'atelier de maturation de projet à la FTPE. C'est-à-dire qu'on va les accompagner à construire, à mutualiser, à parler ensemble pour construire des emplois. Parce qu'il faut que nous arrivions à dire, je vais créer ma petite SARL à 1 000 euros. Ça ne va nulle part, les banques ne suivent pas. Il faut créer des entreprises en compétence, justement, pour aller conquérir l'offre du marché. Est-ce que, dernier mot, et on va se quitter là-dessus, vous êtes prêts à faire des états généraux, des FTP, des TPE? Oui, mais je dis, on va organiser entre le 20 et le 30 septembre. Oui.
dans le Nord Grande Terre, avec justement la CCI, c'est la première action que la FTPE et la CCI mènent ensemble, c'est sur ça qu'on s'est mis d'accord avec le président Nagapin, les orientations économiques du Nord Grande Terre. Parce que le Nord Grande Terre, c'est le berceau du développement économique avec le Nord Basse-Terre. Pourquoi? Il faut que nous ayons la ZRR, la zone de revitalisation rurale, et qu'on se batte avec les commissaires en France parce qu'ils nous refusent la ZRR. Pourquoi? Un, parce que les élus ne l'ont pas demandé, et deux, ils ont décidé que nous étions un regroupement de communes. Ce qui est une erreur et c'est faux. Donc encore quelque part où les experts nous trompent. Heureusement que si Richard Ferrand reste, bon, je sais qu'on veut le sacher, mais comme il est un mutualiste, justement, des mutuelles de France, comme moi je l'ai été parce que j'ai été administrateur de la MIP, donc c'est les mutuelles de France, donc on s'est rencontrés dans divers congrès, on pourra échanger en tant que frère mutualiste pour lui dire qu'il est ministre de la coopération des territoires, je crois que j'ai oublié, de la condition des territoires, oui. Donc c'est lui qui en a en charge justement, que nous puissions bénéficier de la zone d'orientation rurale, qui est essentielle. Pourquoi? Parce que c'est les exonérations fiscales et les financements de développement aussi, parce que nous allons directement dans les fonds de la PAC. Donc ça, c'est essentiel. Et aussi que nos élus, j'en ai parlé, je me rappelle à Gabriel Bucarabin en décembre, il faut que nous puissions bénéficier de la loi montagne. Renouvelée en décembre 2007. Ben, on prend rendez-vous pour le mois de septembre, après cette réunion du Nord. Non, pas après, il faut dire que Canadis soit présent, parce que ça va durer une journée. C'est les orientations économiques du Nord Grande Terre, parce qu'il va falloir dire aux chefs d'entreprise justement que là, ils doivent se mettre ensemble justement, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une usine d'agrotransformation si nous n'avons pas les maraîchers et les éleveurs, etc., qui travaillent pour fournir justement à ces usines. Et particulièrement aussi parce que le maire de Port, je le félicite, Victor Artin, il faudrait que je le dise, parce que quand on est allé le voir pour lui dire ce qui est possible pour lui, le seul fait pour lui de recevoir tous les mercredis des Port-Louisiens pour les regarder dans le blanc des yeux et ne pas pouvoir les aider, eh bien, il est fier de pouvoir dire que à Port-Louis, on va pouvoir demain former, proposer, et peut-être parce que quand vous avez un truc comme ça, c'est-à-dire une usine industrielle, ça vous permet que ce soit depuis balayeur jusqu'à ingénieur et compagnie, vous pouvez avoir mon travail. Merci Alain Nagam, eh bien, on a pris le mot, j'espère que vous avez été entendu et qu'il y aura une petite réaction, en tout cas sous ces orientations de septembre du Nord Grande Terre, on y sera. Merci, il est 13h01, on a le temps de développer un premier titre avant la pub et le retour sur la presse hebdomadaire. Et je vous le disais en titre, Roland Laouchez, donc le président de la Fédération des télévisions locales et directeur également donc de KMT, avec Lisa Rodriguez, directrice de Canal 10, sont donc actuellement à Paris. Ils sont donc venus défendre donc ces télévisions. Ils ont rencontré d'ailleurs le directeur de la communication de la ministre des Outre-mer, afin donc d'en savoir un peu plus sur les fonds de soutien pour les télévisions de proximité que le député Serge Letchimy avait demandé de mettre en place. On regarde ce reportage signé Maurice Cessé. On regarde donc ce premier sujet, donc signé Maurice Cessé. Effectivement, nous sommes à Paris avec Lisa Rodriguez parce que nous avions rendez-vous avec M. Soupa qui, au cabinet de Mme Girardin, s'occupe de la communication. Donc, nous lui avions donné rendez-vous et nous a très vite reçus, ce dont nous le remercions. L'objet de notre venue ici, c'est la création d'un fonds de soutien pour les télévisions locales privées d'ultra proximité. Vous savez qu'en Martinique, en Guadeloupe, dans les autres DOM, il y a deux sortes de télévisions locales privées. Les télévisions locales privées d'ultra proximité, dont 90% des programmes sont produits localement, sont produits par les télévisions elles-mêmes, et puis d'autres télévisions locales privées aussi, mais qu'on dit généralistes, et qui ont des programmes souvent qui viennent d'ailleurs, des programmes qu'ils achètent ou qui leur sont donnés et qui viennent d'ailleurs. Donc il y a une distinction à faire entre les TUP, télévisions d'ultra proximité, et les télévisions généralistes. Et donc nous défendons là les télévisions d'ultra proximité, nous défendons la création d'un fonds de soutien qui viendrait aider ces télévisions d'ultra proximité parce qu'elles ont de gros problèmes financiers, elles ont difficilement accès aux grands marchés publicitaires. Alors bien sûr, ils ont des petites publicités, mais enfin les gros marchés publicitaires ne viennent pas sur ces télévisions. Les collectivités locales privées sont de plus en plus désargentées et donc ont du mal à les aider également. Et donc nous sommes en train de nous battre pour un fonds de soutien. Effectivement, on remercie le député Serge Letchimy qui a beaucoup travaillé
pour nous aider. Il faut quand même vous rendre compte que ça fait pratiquement 30 ans que les télévisions locales d'ultra-proximité existent. Ça fait 30 ans qu'on se bat. Il n'y a pas une année où on se dit « Ah ben c'est bon, on est tranquille ». Non, il y a toujours, on est toujours en train de trouver des solutions pour continuer à exister et à ce que le pluralisme puisse exister, que nos spectateurs et les habitants de l'outre-mer puissent s'exprimer, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur appartenance. Et donc c'est très très important que nous soyons toujours là, malgré les difficultés qui sont vraiment réelles. Donc le député Letchimy a vraiment compris l'intérêt de nos télévisions d'ultra-proximité. Et c'est vrai que la ministre, Madame Barrette, a été à l'écoute. D'ailleurs, vous étiez venu nous interviewer, on était très positifs de notre rencontre, on s'est dit bon, les choses avancent vraiment. Et malheureusement, avec ces élections présidentielles, le décret n'a pas été encore tout à fait signé, mais il est vraiment en de bonne voie. Et là, le directeur de la communication que nous avons rencontré est vraiment dans l'optique d'aider ces télévisions qui sont vraiment l'esprit même du pluralisme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que nous, on se bat, Monsieur Roland Laouché, moi-même, et les autres télévisions d'ultra-proximité, on est vraiment dans un combat permanent, et ça, il ne faut surtout pas l'oublier, face à des mastodontes qui ont les moyens, des moyens extrêmes par rapport à ce que nous avons. Donc c'est important parfois de remettre dans le contexte les difficultés qui sont les nôtres. Voilà, il est 13h et exactement 6 minutes. On va faire un petit tour dans la presse hebdomadaire guadeloupéenne. De toute manière, cette presse, elle est disponible depuis le début de la semaine. Et bien sûr, elle revient en gros sur ce qui s'est passé la semaine dernière, même si nous n'allons pas entrer dans le détail. C'est Alexandra Giraud qui, chaque vendredi, fera cette revue de la presse ou la revue de l'actualité. Bonjour Alexandra. Bonjour. Que dit la presse cette semaine? Alors cette semaine, CCN s'est penché sur 4 journaux en particulier. Progrès social, Nouvelle Semaine, Petit Journal et France Antilles. Donc comme vous vous en doutez, la politique est au cœur de l'actualité cette semaine. En une de la plupart des journaux, les législatives. Donc le Progrès social titre en une législative, les 8 sont connus. Nouvelle Semaine, législative, l'écrémage final. Petit Journal, législative 2017, cascade ou code cassé. Et France Antilles, Morgane, 19 ans, son combat contre l'armée. Au niveau des éditos, Nouvelle Semaine publie un édito signé Jacques Dancal, dans lequel le titre est « Cocolo en marche ». En marge des élections, le jeune chanteur Loïc Brunet, dit Cocolo, semble interpeller Nouvelle Semaine. Focus donc dans cet édito sur un rappeur qui fait le buzz sur la toile avec un premier titre intitulé Mortenol. Mortenol, on connaît. Vous connaissez Elisa Non, on n'avait pas entendu. Je ne connaissais pas, non. Ah là là, il faudra écouter ça. C'est l'occasion, oui. Focus donc sur ce rappeur qui fait le buzz sur la toile avec ce premier titre, un rap qualifié de lancinant et itératif qui, à la surprise générale, a retenu l'attention de milliers d'internautes. Une observation, il devient chanteur populaire en un claquement de doigts, la démonstration de la puissance des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp ou Instagram, selon l'éditorialiste. Conclusion, le monde virtuel tend à remplacer le monde réel comme espace de réussite. Les approches classiques sont mises à mal et échappent aux travailleurs sociaux et aux décideurs publics. Le Petit Journal, dans son édito, qui, je le rappelle, titré en une « Casse-code ou code cassé, traduction, rupture ou simplement laisse casser », parle des législatives, donc retour sur cette abstention record. Une fois encore, le Petit Journal note que seuls 19,85% des 316 000 votants de Guadeloupe ont jugé utile de se déplacer le 10 juin dernier. Selon l'édito en cause, une offre politique pléthorique. Et pourtant, Petit Journal tient à souligner et rappeler l'importance du vote, cet acte citoyen décisionnel. La Guadeloupe a tout à gagner, à choisir les meilleurs candidats possibles. Figurent parmi les dossiers importants la transition énergétique, la biodiversité et la santé. On ne manquera pas de relever le petit coup de gueule au tapage électoral en fin d'édito. Les camions surmontés de mégaphones semblent sillonner les quartiers guadeloupéens, semblent agacer la rédaction, mais sûrement pas que la rédaction. Alors, que dit France Antilles ? France Antilles, dans sa rubrique « Pas bon », en tout début de journal, on retrouve un focus sous forme de plainte envers la distribution de l'eau en Guadeloupe. Donc est pointé du doigt la grève des salariés du SIAG, oui. Qui pour se faire entendre coupe l'eau, je cite, en plein 21e siècle, qui aurait jamais pensé que l'on doive encore prier le ciel chaque jour pour voir l'eau couler au robinet. Quelle abomination. Et on termine avec France Antilles ? Non, c'était France Antilles. Oui.
Donc Progrès Social publie un édito signé Jean-Claude Rodès qui parle de raz-de-marée, de tsunami et de déferlante. Il revient majoritairement dans son édito sur l'abstention également, qui a marqué les esprits. 3 causes selon lui: la lassitude par des campagnes ininterrompues des politiques depuis les grandes vacances 2016, la pléthore de candidats, la démobilisation à cause du sentiment que les jeux étaient déjà faits. Pour preuve, France Insoumise et Front National frisent des scores ridicules en France. Une révolution dans son sens premier pour le progrès social. Il faut tourner la page. La détermination d'En Marche ébranle en douceur mais profondément le système politique. Nous sommes face à une nouvelle ère générationnelle. Le premier tour en Guadeloupe, plus précisément, selon l'édito, il y a une emprise des politiciens traditionnels sur le scrutin, GUSR et majorité régionale. La dynamique présidentielle a eu du mal à se traduire à travers les candidatures, à part pour Olivier Servat qui s'est positionné dès l'année dernière. La politique n'est pas une rente, mais bien un engagement citoyen. On ne fera plus carrière en politique. Et de M. Rodès de conclure par une citation de John Fitzgerald Kennedy: ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Alors, on va terminer cette fois-ci vraiment avec France Antilles sur le quartier de Grand-Bay. Oui, donc si on se penche un petit peu sur le cœur des journaux, on voit que France Antilles et Nouvelle Semaine publient sur le même thème, c'est-à-dire l'exposition photo des Grands-Béziens. Oui. Nouvelle Semaine, du coup, a publié une petite tribune qui revient sur l'exposition. Considéré comme héros d'une expo, Grand-Bay en sursis, c'est le thème de l'exposition photo. Donc un thème repris par France Antilles qui titre « Le quartier de Grand-Bay exposé en photo ». Le quotidien rappelle qu'une exposition de photos montrant le quotidien des habitants de Grand-Bay s'est tenue mercredi soir à l'espace Spot de Jarry. Un travail orchestré par le photographe Nicolas Cortès et la journaliste Bénédicte Jourdier. Une exposition photo pour garder en témoignage le combat des Grands-Béziens qui se battent depuis plusieurs mois contre le projet de la ville impliquant, affirme le journal, la création d'un espace nautique au détriment de leurs habitats. Harry Mapolin, auteur de l'article, regrette que la belle plage du quartier n'apparaisse pas sur cette photo, sur l'exposition photo. La route nationale adjacente au quartier, bien fréquentée, est elle aussi absente, relève le journaliste. Je cite, « Une photo de ce genre aurait permis de voir le contraste entre cette route passante et ce quartier né de la débrouillardise des premiers habitants, installés là depuis dans le but de survivre à la crise sociale », ponctue Harry Mapolin. Un travail donc jugé incomplet par le journal France Antilles qui précise quand même le court délai pour réaliser ces photos. Merci Alexandra qui a réussi quand même à ne pas parler politique tout en parlant, mais on le dit aux gens, nous sommes la veille d'une élection, les gens iront voter s'ils le veulent demain. Voilà, il est 13h12 exactement, on prend la pause publicitaire et on se retrouve tout à l'heure avec nos invités qui sont déjà là. Je vais parler de Christophe Wachter, de secrétaire des MPI, Auguste Hermina Mounela Chayan de la Dominique qui sont venus en direct pour parler un petit peu de ce Invest Dominica. Pour l'instant, pause pub et puis on retrouve Mendy pour la suite du journal. Voilà, 13h17 et on fait vite pour avancer dans le journal. On ne fera pas de rappel des titres, on va directement sur le sujet concernant la Dominique avec Mendy. Oui, effectivement, investir à la Dominique. Les membres donc d'Invest Dominica sont donc en Guadeloupe pour rencontrer les MPI. Ils étaient donc ce matin à la Palette à Jarry. Parmi les messages forts qu'ils souhaitent faire passer aux éventuels investisseurs, les MPI de Guadeloupe recherchent des possibilités d'approfondir donc les opportunités de collaboration entre la Guadeloupe et la Dominique. Et d'ailleurs, on va recevoir 2 membres d'entre eux tout à l'heure, mais on regarde le reportage avant, signé Charlie Dergonia. Un marché porteur. Mais la Dominique, c'est également pour des entreprises comme celles qui sont implantées chez nous, donc les entreprises guadeloupéennes, un moyen de pénétrer certains marchés avec plus de facilité. Une entreprise guadeloupéenne industrielle qui fait une partie de sa production ici, une autre partie est la dernière main industrielle sur ses produits à la Dominique, peut pénétrer le CARICOM beaucoup plus facilement et sans taxe qu'une entreprise implantée en Guadeloupe qui veut pénétrer le CARICOM. Donc il y a des modèles économiques à créer sur la base de ces échanges avec nos îles voisines, mais on n'a pas cette culture-là malheureusement. Et c'est ce qu'on essaie de faire nous à travers cet échange. On leur a proposé donc de visiter un petit peu ce que nous faisions pour leur montrer ce qui se fait sur la Guadeloupe et notamment sur Jarry, en matière donc de vente, de services, de choix, de services à la clientèle et puis également donc pour les lignes que nous produisons ici, de ce que nous fabriquons. Oui, nous à Guadeloupe aujourd'hui, c'est
nous avons fait plus collaboration, plus coopération à investissement et pour business development pour Dominique et Guadeloupe. Et nous avons gardé un spécifique secteur pour fabrication, pour agro-processing, pour faire différents bagages. Et actuellement, nous avons gardé produits qui ont fait à Guadeloupe. Comment nous avons fait partnership, coopération avec Mouna Dominique pour faire des bagages comme ça, pour tout le monde bénéficie. C'est pour bénéfice Guadeloupe, c'est pour bénéfice Dominique. For example, we are here at this establishment and we are seeing the products that are being produced here, and we can see how they can be used in Dominica and ways in which Dominica can possibly supply raw materials for fabrication of wood products and things of that nature. Donc nous sommes ici à la Palette à Jarry. C'est une enseigne qui a un savoir-faire local qui est commercialisé. Monsieur Monel parlait en particulier des cuisines qui sont fabriquées ici. Et l'idée est de voir comment à la Dominique, ce modèle de conception de produits finis peut être exporté également. Donc c'est un échange de savoir-faire. Or have the promoter establish a branch in Dominica to supply the Dominican market with his exceptional products. Yeah? Ce sont des produits exceptionnels et ce sont des modèles qui plairaient au marché dominicain. Donc, nous en français, nous en anglais. Bonjour Christophe Wachter, alors vous êtes secrétaire général des MPI, vous accueillez une délégation dominicaine, pourquoi ? Parce qu'il y a des liens qui ne sont pas assez exploités, notamment dans notre environnement proche. Il y a des opportunités de business, et ça nous le savons, qui existent. Mais on n'est simplement pas forcément encouragé à les exploiter. Donc nous avons pris l'initiative de nous rapprocher de nos partenaires de la Dominique. Il y a quelques années, nous avons créé une fédération des associations de manufacturiers de la Caraïbe créolophone avec Sainte-Lucie, la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Ce sont 4 îles qui parlent des langues différentes, qui utilisent des devises différentes, mais qui se voient à l'œil nu. L'une voit l'autre à l'œil nu, ces 4 îles. Et donc nous poursuivons ce travail qui a été créé entre industriels des 4 îles en approfondissant et en définissant des pistes de business parce qu'il s'agit réellement de business. Welcome to Augustine Hermina and Monella Cheyenne. Thanks. Alors, je pose la question en français pour nos téléspectateurs comprennent. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite en Guadeloupe? What do you expect from this visit? With this visit? Thank you very much. We expect to build collaboration with agro-processors and manufacturers in Guadeloupe, where both of our islands can benefit in business. Alors, ce qui est attendu, c'est de créer des relations et des collaborations entre les agro-transformateurs essentiellement et plus généralement les industriels pour un bénéfice mutuel. Alors, est-ce que la coopération est facile avec les territoires français, Guadeloupe ou Martinique? Is it easy to cooperate with the French region? Is it easy? We will always have challenges, but because of the long relationship Dominica has had with Martinique, with Guadeloupe, we are always very close. Our governments were always close. The French West Indies always welcome Dominica, so it is very easy to meet with businesses from Dominica, visit and have discussions on business. C'est simple parce que les collectivités, autant de Martinique que de Guadeloupe, ont l'habitude de collaborer et ce sont des voies pour créer du business. Alors, Hermina, on peut parler créole aussi? Oui, on peut parler créole, oui. Avant de nous parler de Cheyenne, alors là où on vient en Guadeloupe, qui ont ressenti en Guadeloupe? Comment on a senti? Là où ici. Là où ici en Guadeloupe. Parce qu'on a l'habitude de venir. Actuellement, moi, ça dit... mission ça nous a fait, c'est un bagage nous a fait pour dernier peut-être 5 années. Oui. Et pli en pli nous a venu, c'est plus aisé. Nous a fait bon connexion avec Mouna Guadeloupe et
dernier date ou année nous avons tapé au mon business à Guadeloupe qui j'avais où yo ka retourner et yo ka travailler avec nous. So actuellement mon ka senti bon, c'est une bonne expérience. C'est comme si nous à Dominique. Les Guadeloupe comme si de Dominique c'est une belle manière pour moi, oui. Vous avez développé friendship là. Oui, nous avons développé bien, oui. Et nous avons un bon partnership avec MP. Avant, nous avons travaillé avec Guadeloupe Expansion. Actuellement, nous avons fait plus de connexions et M. Wacha a aidé nous bien. Alors, question pour Monela Cheyenne. Après, bon, l'année passée, tu as eu cyclone là, Dominique. Qui est en situation là, là? What about after the hurricane? What is the situation in Dominica now? The situation in Dominica is that right now we're trying to rebuild Dominica as well as improve what was already there. Economically, we are still, I would say we're still stable. Tropical storm Erica was rather disastrous for many of the different areas in Dominica. For example, Petite Savane, where a few people lost their lives and their homes and things of that nature. However, we maintained a solidarity for the people around the island. All the Caribbean? We have received assistance from a number of Caribbean nations, including Martinique and Guadeloupe, St. Lucia as well. And they have all supported Dominica in terms of our restructuring and rebuilding. Consider part of that. Voilà, la Dominique est actuellement, après le cyclone, dans une phase de reconstruction de ses infrastructures. Il y a eu beaucoup de soutiens qui sont venus de l'ensemble de la Caraïbe. Et aujourd'hui, M. Monel nous disait que le pays est économiquement stable. C'est-à-dire que les reconstructions sont en cours. On imagine bien que le fait qu'il y ait des reconstructions, ça dope un peu l'économie. Et donc c'est pour ça, j'imagine que nos voisins se déplacent et vont rechercher des partenariats. Alors, question pour M. Wachter. Est-ce que les investisseurs guadeloupéens peuvent aller à la Dominique pour faire du business aussi? Alors justement, les investisseurs guadeloupéens sont de plus en plus encouragés à aller à la Dominique et c'est justement l'objet de cette présence. Invest Dominica Authority, c'est l'agence gouvernementale qui est là pour faciliter et accompagner les investisseurs lorsqu'ils viennent sur place, c'est-à-dire les orienter vers les meilleurs dispositifs d'attractivité d'investissement avec des facilités au niveau fiscal et également avec un maximum d'informations. On se rend compte qu'on connaît mieux des marchés qui sont très éloignés et plus difficilement pénétrables et où il y a même des barrières, on va se casser le nez sur certains marchés et on ne connaît pas des marchés qui sont tout proches et qui offrent des opportunités, je dis bien de business dans l'industrie. Ça veut dire qu'on peut aller fabriquer des produits à la Dominique, on peut également faire venir des matières premières pour les fabriquer ici, on peut échanger des savoir-faire mutuellement. Donc ce sont vraiment des échanges qui sont porteurs et nous notre rôle... Bilatéraux, on fait de la coopération bilatérale évidemment. On n'est pas du tout dans un schéma d'assistance humanitaire. On considère la Dominique comme des partenaires tout à fait équivalents. Il s'agit maintenant dans le domaine du business de rechercher l'intérêt bien compris de chacun pour du gagnant-gagnant. Last question to Mrs. Ermina. What about the coming new festival? What's some news about the coming new festival in October? Okay, well, I cannot say too much about it because... But we will always encourage people from the French West Indies to join us. Because Dominica is a good place for festivals, it's a good place to party. So we have a lot of plans coming up. Next year will be our 40th anniversary of independence. Yes. And we will have even a bigger celebration next year. So we invite everybody to come to Dominica, visit us for the festival, visit us for business. We have the Manufacturers Association, which works very closely with our office. So they work with Invest Dominica, so this is why we are representing a lot of the manufacturers and the agro-processors. So you can come for festival, you can also come for business in Dominica. Of course.
Deux mots. Deux mots de traduction, je pense, parce que le festival est une chose, mais le 40e anniversaire de l'indépendance en est une autre. Oui. Et Hermina Augustine disait que le festival était précisément une sorte de locomotive pour drainer les entreprises, montrer les produits. Et on voit bien à travers sa réponse que le gouvernement de la Dominique utilise ce genre de produits pour justement montrer ce qu'il est capable de faire, montrer ce qu'ils sont capables de transformer et les produits qu'ils sont capables de vendre. Ok, ben on vous remercie. Thank you. Merci. Coming. Merci. Thank see you next weekend. Next weekend. We're happy to see you again. Yes, okay. please. Bye bye. We will Merci meet. Monsieur Thank you Wachter very d'être much. venu en direct. Merci. Vous avez la chance d'être vu à l'antenne et vu en reportage. C'est un privilège. Merci dans beaucoup. le ZCL. On continue l'information. Il est 13h29. Oui, on continue avec ce fameux quiz. Habiter un territoire, c'est l'explorer. La commune de Bémao a diverses facettes. Et oui, donc deux administrés au nom de Maryse Fiesque et monsieur Alain Rutil ont réalisé un quiz, un outil conçu pour tester les connaissances sur le territoire en s'amusant en famille ou entre amis. En fait, un outil donc qui va donc permettre à chacun d'en savoir plus donc sur la ville de Bémao. Donc ça s'est passé à la bibliothèque multimédia Paul Mado, un reportage signé Olivier Moradel. Ce que nous avons voulu faire avec M. Rutil, c'est faire connaître Bémao différemment. Parce que beaucoup de gens habitent Bémao, fréquentent Bémao. Comme la ville a évolué très très vite, il y a un passé à Bémao qui n'est pas forcément connu. Et c'est pour cela que nous avons voulu faire ce travail. On va trouver un peu d'histoire de Bémao, un peu du patrimoine de Bémao, de la culture, la religion, la santé, enfin 8 chapitres et 216 questions. On espère que les écoles pourront en profiter. Nous travaillons un peu en dilettante, nous sommes à la retraite, donc nous sommes détendus. Les difficultés, ce sont des difficultés de rendez-vous parce que chacun a ses propres affaires à faire, mais des difficultés de trouver certains documents, de pouvoir rencontrer certaines personnes et les difficultés réelles, ce sont celles que nous rencontrions lorsque nous étions enseignants, à savoir la rédaction des questions, parce qu'il faut des questions claires, adaptées, je dirais, à un large public, et ce n'est pas si évident que cela, même après plus de 40 ans de carrière. Ce que nous attendons, c'est que ce quiz soit diffusé, et il le sera puisque dès ce soir, il sera sur le site de la ville de Bémao, qu'il soit distribué dans les écoles, qu'il soit mis à la disposition de la population et que la population de Bémao s'en empare pour mieux s'approprier de sa ville. Vous savez, c'est un document promotionnel, hein, comme je disais tout à l'heure, un document promotionnel pour l'histoire et le patrimoine, mais c'est aussi un document qui peut être également utilisé en milieu scolaire et tout simplement un livret qui peut être découvert par nos tourismes locaux et les touristes aussi de l'extérieur. Donc c'est quand même un outil qu'on doit avoir et en fait qui est très intéressant. Je découvre moi-même et j'y prends vraiment plaisir. C'est un très beau travail que je félicite d'ailleurs. Je félicite tout ce travail de recherche de M. Rutil et de Mme Fiesque, deux citoyens illustres de la commune de Bémao et qui ont démontré par leur travail, bien entendu, avec l'accompagnement de la ville, qu'un citoyen peut agir pour sa cité. Un citoyen peut faire pour sa cité. Et souvent, on le dit, il y a une phrase qui dit « Ne pas se demander ce que ma ville fait pour moi, mais ce que je fais pour ma ville ». Et à travers ce quiz et tout ce travail qu'ils ont longuement réalisé, ils ont démontré qu'ils étaient au service de leur cité. 13h32 dans ce ZCL et en direct également de la radio RHT Guadeloupe. Restez à notre écoute puisqu'on va terminer en dansant avec la chronique d'Iman. A tout de suite.
Voilà, dernier retour sur le plateau du ZCL avant la danse avec Iman qui est de retour. Mais avant, on fait un dernier point sur l'actu avec Mendy. Oui, alors avant la danse, ça va être l'art, puisque c'était le coup d'envoi hier soir de la Pool Art Fair. Ce salon international d'artistes, donc, a été créé en 2014 à New York, est à sa 8e édition en Guadeloupe et la 4e au terminal donc, des croisières. Une soixantaine de stands avec plus de 100 artistes sont représentés, avec cette année Haïti comme invité donc d'honneur. Dans ce hall qui est pour un moment le plus beau de la Guadeloupe, offre un environnement sans colonne et placé donc sur les quais avec la vue sur la baie de Pointe-à-Pitre. Et cela jusqu'au 18 juin. Vous serez invités à ce rendez-vous avec l'art. On regarde ces images signées Michel Terrasse. Ça annonce très bien. On a plein d'artistes qui sont présents au rendez-vous, qui reviennent chaque année. Donc plus d'une centaine d'artistes présents, plus d'une soixantaine de stands. Des artistes qui viennent de très loin comme Koei Arikawa qui arrive tout juste du Japon. On a aussi Banjo Station qui arrive du Cameroun et bien sûr les artistes haïtiens puisque cette année, en fait pour la 8e édition, c'est Haïti le pays invité. C'est une édition très riche en couleurs et en artistes internationaux. Pool Art Fair, c'est un salon d'artistes, donc les artistes exposent, présentent leurs œuvres, rencontrent le public, mais c'est aussi un salon, donc ils peuvent vendre directement au public en fait leurs œuvres. C'est toujours à la fois surprenant mais de manière très agréable de voir comment la Pool Art Fair a acquis un public qui ne fait que s'élargir d'une année à une autre et on peut en féliciter les organisateurs et le principal d'entre eux qui est Thierry Allais. Il a réussi à inscrire là dans le paysage de la Caraïbe parce que je pense que c'est une manifestation culturelle qui dépasse les limites territoriales qui sont les nôtres et donc il a su lui donner une dimension internationale et ça c'est assez exceptionnel. Dans notre région, le niveau artistique, le niveau des arts plastiques augmente année après année. Il y a une qualité des exposants qui ne fait qu'aller en augmentant. Et puis ce qui est intéressant, c'est la confrontation de ces différents arts et le fait de promouvoir en particulier certains territoires qui ont des expériences très particulières. Je pense à Haïti en particulier où Haïti s'expose moins dans ce qu'elle a de peinture naïve, mais que dans son expression artistique résolument moderne, portée par sa diaspora, portée par ses artistes en interne, mais avec un regard très moderne sur le monde actuel. Voilà, bien, on passe de l'art visuel à l'art chorégraphique. Et pour cela, bien, on a rendez-vous avec Iman qui nous emmène à la danse. Bonjour Iman. Bonjour Danick. Tout va bien? Ça va bien, merci. Générique, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons parler de danse, encore une fois, dans cette chronique Danse avec Iman. C'est vrai que nous arrivons au mois de juin avec tous les galas de fin d'année, spectacles de fin d'année des différentes écoles. Et souvent, monter sur scène peut être source de stress pour beaucoup de danseurs, amateurs ou danseuses. C'est un moment ou une émotion qui tient au ventre. Et c'est vrai que c'est difficile de surmonter parfois cette émotion. Alors, je vais vous donner quelques conseils aujourd'hui pour pouvoir passer le cap et surmonter cette épreuve qui doit être positive, vue de façon positive en tout cas. Donc quelques conseils. C'est vrai que le stress doit être apprivoisé et en studio de danse, généralement, on maîtrise sa chorégraphie, on connaît son déplacement, on connaît avec qui on danse, on est habitué parce que l'environnement dans lequel on évolue est sécurisant. Arriver sur scène, c'est autre chose. Tout change, on n'a plus de repères, donc souvent c'est source de stress. En plus, on doit montrer ce qu'on a fait tout au long de l'année devant un public qu'on ne connaît pas forcément. Il y a sa famille, mais il n'y a pas que sa famille, donc c'est un peu compliqué. Alors,
qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous donner un peu plus de confiance en vous pour passer le cap? Alors, premièrement, c'est vrai que ça a l'air évident, mais il faut s'entraîner. Il faut connaître sa chorégraphie sur le bout des doigts. Non, sur le bout des pieds? Sur le bout des pieds aussi, oui. Sur les deux, pour avoir un jeu fluide et homogène. Il faut déjà dire adieu au miroir et répéter sans le miroir, sans le chorégraphe ou le professeur derrière vous, pour vraiment posséder votre enchaînement et votre chorégraphie le mieux possible. Répétez avec votre costume si besoin, comme ça vous êtes à l'aise, vous n'avez pas de difficultés ou de crainte par rapport au costume qui se détache, qui se dégrave, qui tombe. Ça arrive sur scène. Ah là là, J'ai ça ça arrive pour une chanteuse très connue. Son string est tombé en plein. Son string, carrément. Oui, c'est le string qui est tombé. Oui. J'ai la vidéo d'ailleurs. Waouh, d'accord. Donc Mandy aussi. Oui, Mandy là, mais si Mandy tu l'as. Je ne répondrai pas. D'accord. Donc, important de répéter avec son costume, en effet, pour voir si rien ne gêne à l'évolution et si dans un tour, éventuellement, on ne perd pas son string. Apparemment, c'est quelque chose qui est possible. Voilà, qui est réel. Surtout avoir une alimentation équilibrée, s'hydrater, surtout lors des répétitions générales et lors de la scène le jour J, parce qu'il faut être hydraté correctement pour ne pas avoir ni de baisse de forme, ni de coup de mou, on va dire ça comme ça. Les répétitions générales sont très importantes, ça permet de visualiser la scène, de voir l'espace, de prendre des repères donc en fonction de la scène qui peuvent être différents. Donc prenez des repères peut-être par rapport au siège, par rapport aux lumières, essayez de visualiser au maximum votre chorégraphie, votre espace scénique pour prendre conscience de l'espace et que ce soit un espace sécurisant pour vous et qui vous donne une sensation de confort. Faut rester concentré. On peut se donner aussi des phrases positives qu'on va se répéter, style je suis prête, je suis confiante, je suis la meilleure, je vais me donner à fond et voilà, c'est important d'être positif dans ces moments-là et surtout de détendre son corps, de penser à bien s'étirer avant les répétitions, avant de monter sur scène le jour J, de prendre conscience des différentes parties du corps, de penser à sa respiration et une fois que tout ça est passé, voilà, le spectacle se fait de toute façon et le track disparaît. C'est vrai? Oui, toujours. Une fois qu'on est sur scène, show must go on, comme on dit. Ouais. Et c'est vrai que, par exemple, Sarah Bernard disait que le track, cela vient avec le talent. Donc, si vous avez un peu de trac ou de stress, ça veut dire que vous êtes talentueuse et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, donc ça c'était pour les petits conseils pour bien préparer son gala de danse. On va passer à la rubrique en scène avec l'actualité en Guadeloupe et ailleurs. Alors, pour ceux et celles que ça intéresse, donc la région Guadeloupe fait un appel à candidature donc, pour un cycle d'orientation professionnelle en musique et en danse. Donc ça concerne la musique aussi, mais la danse aussi. Il y aura un stage de création artistique qui sera réalisé en octobre, mais les inscriptions démarrent dès maintenant. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la région Guadeloupe. C'est un stage de création artistique, donc vous allez travailler avec un collectif qui va vous permettre de réaliser une création artistique donc dans le domaine de la danse et de la musique. Donc c'est important de s'inscrire dès maintenant pour être sûr d'avoir une place. Toutes les informations sont sur le site regionguadeloupe.fr. Deuxième information importante, nous avons un festival de danse populaire et traditionnelle qui aura lieu au Moule, donc début juillet, avec un concours, première édition du concours de danse populaire et traditionnelle. Vous voyez les informations sur le flyer à l'image, mais la date limite d'inscription pour le concours c'est le 3 juillet, donc ne tardez pas, avec des catégories différentes de danse, expression libre,
libre, danse traditionnelle ou danse de rue et danse de salon. Vous avez toutes les informations soit au centre Robert Loison, soit au numéro qui doit s'afficher sur le flyer. Voilà pour ces deux informations. Les spectacles à venir, donc comme je vous disais, beaucoup de galas de fin d'année qui sont en cours. Nous avons le 16 juin le spectacle de Gros Cas de Malou Geoffroy, donc au centre Robert Loison. À l'espace Danse Barnier, le grand gala de danse le 23, 24 et 27 à l'Archipel, donc à Basse-Terre. Le 24 aussi, vous avez à l'Auditorium les Balisiers qui organisent leur gala de fin d'année. Et le 23, donc vendredi prochain, le gala de l'Oriental Chimie Studio, donc c'est à Jarry. Et j'ajoute le 30. Et le 30, oui, mais je vais parler de ça la prochaine fois. La prochaine fois, on déflore pas, on va pas déflorer. Oui, voilà. Il y a plusieurs étapes. Donc il y en a d'autres après, fin juin et même début juillet, il y a d'autres spectacles. Il y a du bois derrière, comme on dit. Voilà, exactement. Donc voilà pour les spectacles à venir. Et les stages pour terminer. Donc nous avons un stage de bachata sensitive le 25 juin à l'école Liliane Bimon, donc avec plusieurs thématiques. Des techniques de guidage, expression corporelle, du men et du lady style. Donc vous avez toutes les informations sur le flyer. C'est l'association La Candela qui organise. Et deuxième stage, le Kalakaswe en hip-hop K, donc un mélange de hip-hop et de K avec José Bertocal et François Ladrezo. Donc ça se passe au Mémorial Act le 25 juin à 16h. Et donc on vous invite à venir vous initier à la danse hip-hop sur la terrasse du Mémorial Act. Voilà. On me signale, c'est un poste que je viens de recevoir, que la chroniqueuse a des yeux félins. Ouh, d'accord, merci. Vous n'avez pas remarqué. La chroniqueuse qu'on retrouvera très prochainement dans un autre cadre. Voilà, il y a exactement 13h50. Mendy, oui, Mendy a une brève. Une dernière brève. Oui, vraiment une dernière. Oui, donc ce week-end, c'est donc la 8e édition des Journées nationales de l'archéologie. Donc c'est piloté donc par l'INRAP sous l'égide donc du ministère de la Culture. Des journées qui vont donc mobiliser l'ensemble de la communauté archéologique en France métropolitaine et bien sûr donc en Outre-mer. Donc tous les acteurs de l'archéologie s'associent pour faire découvrir au plus grand nombre les richesses et les coulisses de la discipline. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Internet pour voir un petit peu les rendez-vous du week-end. On se retrouve demain en direct de la préfecture, Mendy. Oui, les téléspectateurs vous retrouvent demain. Moi, je vous retrouve lundi. Non, on vous retrouve vendredi après-midi. Oui, cet après-midi. Mais on se retrouve lundi. Et on lundi. Voilà, je vous regarderai demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Si vous êtes encore avec nous, si vous n'avez pas encore déjeuné, mais faites-le. Profitez de la pause. Et c'est vrai, à partir de 17h demain, on sera en direct de la préfecture. En direct aussi sur CCN, puisque les éléments que nous aurons à la préfecture seront traduits en live dans le CCN pour les résultats définitifs de ce deuxième tour des législatives. Alors, question, est-ce que Kenny puisse mon gars voter au moins? Résultat demain après-midi, côté CTL Swan, que peut dire ça. Voilà, c'est fini. Réalisation, Zébri, zéro faute. Zéro faute. Zéro faute. Non, une faute, non, zéro. Non, là, il est bon, quoi dire bon. Là, il est bon, quoi dire bon.